Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, j'ai des petites choses à vous raconter, comme d'habitude. Déjà, je viens de rentrer de vacances et ma plante est morte. Je suis dégoûté. La pauvre, elle s'est desséchée. Je suis dégoûté. Parce que vraiment, je l'aimais bien, celle-là. Et je comprends pas, je suis parti qu'une semaine. Et des fois, il y a une semaine où j'arrose pas ma plante et ça va très bien. Et là, elle a décidé de crier famine au moment où je suis pas là pour l'aider. Bon, je l'ai beaucoup arrosée, on verra si elle va bien. Peut-être que je lui achèterai de l'engrais parce que je l'aimais bien quand même. Et sa pote à côté, elle va très bien. Pas la même espèce, pas la même force. Il y en a une un peu faible là. Je viens donc de rentrer d'une semaine de vacances. Très sympa, très agréable. J'ai filmé plein de belles choses que vous avez peut-être déjà vues sur cette chaîne. Et le peut-être, c'est tout le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pourquoi peut-être? Parce que j'ai publié ce 3e épisode de ce podcast maintenant il y a une semaine à peu près. Un peu plus d'une semaine et donc j'ai eu les retours pendant toute la semaine de mes proches, de gens moins proches puisque la vidéo est partie dans l'algorithme un petit peu et ça fait plaisir. J'ai pu atteindre une nouvelle audience qui correspond au sujet de la vidéo parce que comme vous le savez cette chaîne existe depuis des années, j'ai fait 50 vidéos sur YouTube puis j'ai arrêté pendant 3 ans donc il y a beaucoup d'abonnés sur cette chaîne qui ne consomment plus le contenu que je propose aujourd'hui parce que le sujet a changé, parce que je ne suis plus le garçon que j'étais, enfin si mais j'ai grandi, mes sujets ont évolué et donc mon audience n'est plus la même. Donc c'est très cool, j'ai eu plein de retours, pas mal très positifs, même des messages de soutien et tout. Sauf que le problème c'est que ce que j'ai publié cette semaine dernière, c'est ce que j'ai tourné il y a déjà 3 semaines, voire même 1 mois. Donc maintenant que j'ai les retours des gens, c'est ce que j'ai vécu il y a 1 mois. Et donc ok, il y a des messages de soutien et tout, et moi je suis un peu gêné parce que je suis en mode ah oui, bon ok, c'était peut-être pas le message que je voulais faire passer, et puis surtout c'est plus ce que je ressens, parce que c'était il y a 1 mois. Donc en fait, le message est beaucoup trop différé par rapport à ma réalité et c'est dur pour moi un peu de gérer les retours spécifiques à la vidéo sur les sujets puisque j'aborde plein de sujets intéressants qui visent à faire réagir les gens en commentaire, à discuter avec vous en commentaire. Et ben du coup moi je suis plus dans ces sujets donc je suis un peu en décalage. Donc en fait je remarque vraiment à quel point je suis encore tributaire de ma méthode de conception des vidéos parce que je mets beaucoup de temps quand même à faire le montage, même si c'est des montages relativement simples, que j'utilise l'IA pour faire mes jump cuts donc ça me fait gagner beaucoup de temps. J'arrive quand même à prendre un peu trop de temps à mon goût pour faire du montage pour ce genre de format. En fait il faudrait qu'un format comme ça, en 1 jour j'ai fait le montage, même pas parce que j'aurai pas 1 jour après quand j'aurai mon taf. Donc faudrait vraiment que j'expédie le montage. Faudrait vraiment que ce soit pas une étape cruciale, qui soit toujours de bonne qualité bien sûr, mais que j'optimise encore beaucoup les processus qui me permettraient de créer ces vidéos, ou en tout cas ces formats podcast où je discute de sujets. En l'occurrence, j'ai eu plein de bons retours sur la vision de certaines personnes beaucoup plus expérimentées que moi dans la vie en général, sur l'écart entre le salariat et l'entrepreneuriat. J'ai eu plein de retours intéressants qui m'ont enrichi et c'était un peu mon but de pouvoir partager ma vision des choses, partager ce que je traverse, mon parcours, et pourquoi pas avoir des retours et connecter avec des gens qui soit vivent la même chose, j'ai eu aussi ce genre de retour de votre part, et soit des gens qui sont déjà passés par des situations qui sont peut-être pas similaires, mais en tout cas qui ont une vision plus expérimentée que la mienne et qui pouvaient m'aider. C'est fou aussi à quel point les commentaires comme ça motive énormément. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce petit boost de motivation, de récompense, de plaisir en fait d'avoir créé quelque chose de sincère qui me plaît à moi en premier et qui en plus résonne avec d'autres personnes parce que quand j'ai créé sur les contenus courts là sur TikTok etc, j'ai eu des moments où j'ai eu des feedbacks, des TikTok qui ont un peu bien marché, 2-3 commentaires et tout, mais déjà je parlais de la marque de vêtements de Faust et donc c'était pas moi, c'était pas si c'est mon œuvre, enfin je transmets quand même beaucoup de choses qui m'appartiennent hein, même si on est une équipe derrière etc, c'est moi l'essence des idées donc c'est quelque chose qui me ressemble mais c'est pas direct. Et puis surtout, je sais pas, peut-être que ça vient aussi de l'audience atteignable sur YouTube ou sur TikTok. Sur TikTok, c'était beaucoup moins sincère, beaucoup moins palpable. Enfin, il y avait des gens très passionnés par la marque, qui suivaient vraiment ce que je faisais, même en une trentaine de contenus courts. Mais je sentais pas une relation hyper humaine, en tout cas. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas pourquoi. Je pense tout simplement que l'audience n'est pas la même sur TikTok et sur YouTube, sur des contenus calmes et
formats longs comme ceux-là. Et j'ai bien plus apprécié, en tout cas, les retours que j'ai eus sur une vidéo longue et un podcast comme ça. Je trouvais ça bien plus enrichissant en fait. Je pense moi avoir apporté plus de choses aux gens et les quelques commentaires que j'ai eus m'ont plus apporté. Et en fait, la boucle que ça a créée est plus importante, même si elle est encore minime, que sur le contenu court que je trouve un peu faible. Et du coup, j'ai remarqué à quel point aussi c'est fou comment, quand on a de la gratification, bien que reportée, provenant d'un contenu qui ne nous plaît pas personnellement, ou d'une production, quelle qu'elle soit, qui ne nous comble pas, dont on n'est pas 100% satisfait, même si les gens sont satisfaits, même si les gens le prennent bras ouverts, kiffent ce que t'as fait, moi ça m'a pas procuré une fierté plus que ça, quoi. Enfin, c'était pas super pur. Puisque je l'avais fait de manière artificielle, en essayant de prendre les codes de la plateforme, en essayant de trop formater mon contenu à ce qui marche, du coup j'ai totalement transformé vraiment ce que je voulais apporter aux gens. Et donc quand ils l'ont reçu, ils n'ont pas reçu ce que je voulais vraiment leur transmettre. Donc même s'ils étaient contents, moi ça passait pas du coup le retour. Donc en fait je trouve ça beaucoup plus sincère et ça confirme déjà ce que je pensais un peu en amont de l'expérimenter. Les contenus longs comme celui-ci où on peut vraiment parler face cam sont beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus valorisables, Il y a beaucoup plus de valeur là-dedans. Et encore dans une métrique supplémentaire à laquelle je n'avais pas pensé. Un point de plus concernant la gratification due au retour qu'on a sur une production venant de l'extérieur, donc des retours de la part du public, de la part des gens qui consomment ce que tu as produit, des compliments, des sources de motivation externes. Là, je l'ai prise parce que j'ai fait quelques vidéos, là, je dois être à 5-6 depuis 2024 sur cette chaîne YouTube. Et jusqu'à présent, aucune de mes vidéos n'était partie vraiment dans l'algorithme et n'avait touché une nouvelle audience. C'était juste soit mes proches, soit de l'organique en publiant par-ci par-là, soit des anciens abonnés qui sont encore là. Et donc, c'est la première fois que j'ai des retours de gens qui sont là parce que la vidéo est telle qu'elle, parce que la miniature, parce que le titre, parce que le contenu. Et j'ai remarqué dans la vie déjà, au-delà de la production de contenu, au-delà d'internet, etc. Et je crois que c'est Oussama qui le dit très bien aussi, et je suis assez d'accord avec ce point-là, bien que je sois pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, avec tout ce qu'il dit plutôt. Si tu es trop capable de prendre le positif, genre les motivations externes positives, les commentaires positifs, et que ça te procure trop de bonheur, trop de gratitude, de gratification, que tu te sens trop confiant en toi au moment où les gens te poussent, tu vas aussi prendre dans les dents très fort au moment où les gens vont mettre des commentaires négatifs, entre autres, te lyncher, t'insulter, ça va te foutre au fond. Et ça, tu te rends hyper fragile en fait. Alors je sais pas à quel point, comment jauger les commentaires d'encouragement, à quel point les prendre, les recevoir et les utiliser, parce que j'ai un peu peur. Alors peur non, c'est pas le mot parce que moi je l'ai déjà vécu, donc justement on va pouvoir en parler. Mais quand tu n'as jamais vécu de commentaires négatifs, de phases négatives où les gens sont contre toi, ça doit pouvoir faire un peu peur de se retrouver dans le trou et de pas avoir en fait confiance en soi, d'avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour se motiver. En fait c'est assez général, les motivations extérieures sont pas les plus saines. En fait ça file un coup de boost au début, tu vas taffer pour avoir de l'argent pour t'acheter une belle voiture. Bon, peu importe, un cliché de fou. Le jour où tu auras la belle voiture, tu auras besoin de plus, parce que sinon tu vas juste t'arrêter de bosser. Et en fait, c'était pas la voiture qui te motivait, c'est ce toujours plus. Et donc ça crée quelque chose d'absolument pas sain. Ça crée de l'ingratitude, ça peut aller jusqu'à la dépression si on va loin. Donc c'est un peu compliqué de gérer ces motivations externes qui sont cool des fois pour filer un petit coup de boost. Là, cette vidéo, les commentaires que j'ai eus, voir que ça fonctionne un petit peu en ayant fait absolument ce que je voulais sans essayer de travestir pour essayer de plaire. Ça m'a fait plaisir, ça m'a filé un coup de motivation, mais le jauger pour pas tomber dans le j'ai absolument besoin de ça pour être sûr de pouvoir avancer, faut faire attention. Moi je pense en être capable parce que j'ai déjà fait des vidéos YouTube pendant 5 ans, j'ai déjà fait des choses dans ma vie qui me prouvent que je suis capable d'avancer, même s'il n'y a pas de feedback. Et donc même s'il y a des sources externes de motivation, je pense que c'est un cercle vertueux, puisque je l'ai déjà vécu, j'ai déjà fait des vidéos qui ont fait des milliers de vues. C'est un coup de boost et ça donne envie d'en faire des mieux, ça donne envie d'en faire plus, ça donne envie de, pourquoi pas, répéter le contenu qui a marché et de l'améliorer et de le transformer, de le faire évoluer un petit peu. Ouais, c'est ça, en fait, je suis en train de toucher du doigt quelque chose d'intéressant. Quand j'ai recommencé cette chaîne YouTube, la première semaine, la première vidéo que j'ai postée, toutes les 30 minutes, je regardais YouTube Studio pour voir combien de vues il y avait, puis s'il n'y avait pas une vue de plus.
Aujourd'hui, je le fais plus du tout. J'ai même pas vu au bout de 24 heures que ma vidéo était un peu partie dans l'algorithme parce que en plus j'étais en vacances, j'étais occupé, donc j'ai pas vu tout de suite que ma vidéo avait fait des vues. J'ai même oublié de la poster sur Insta, donc c'est qu'après coup je l'ai postée sur Insta, enfin en tout cas partagée sur Insta dans mes stories. J'ai pas vu et ça s'est passé sans que je fasse attention. Et après j'ai pris le truc comme c'était. Et je pense que c'est sain ce qui s'est passé récemment parce que j'ai fait vraiment ce que j'aimais comme je le voulais et j'ai pas essayé d'atteindre cet objectif. Je l'ai fait pour des objectifs internes. Quand je parle à cette caméra et que je le publie, je le fais pour moi. Je le fais pour synthétiser mes pensées. Je le fais pour créer du sens, pour pouvoir regarder ces vidéos plus tard quand j'en aurai envie. Et peut-être qu'un jour je les supprimerai toutes de YouTube, mais je les aurai toujours dans un disque dur que je pourrai revoir pour revoir ma manière de penser à un instant T et voir si j'ai évolué sur certains points de vue, certains sujets plutôt. Ça, c'est la vraie motivation de mes vidéos YouTube aujourd'hui, c'est de partager vraiment ce que je fais, ce que j'aime. Et bien sûr qu'il y a une arrière-pensée de me dire, ok, bah quand j'aurai fait quelque chose, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà fait sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà construit une communauté et je repars de zéro et je recommence. Mais une fois que j'aurai de nouveau fait quelque chose, eh ben, si j'ai tout documenté, ce sera logique pour les gens et ce sera ce qu'on appelle du mérite. Mais après coup, on verra où ça me mènera. On peut pas relier les points avant de les avoir trouvés. Les points, ils se relient facilement quand on regarde dans le passé, mais on peut pas les relier en regardant vers le futur. Essayons de faire les choses, en tout cas nos hobbies, par plein cœur. Et je pense que ça peut être que positif ce qui retombe ensuite. J'avais zéro attente, c'est exactement ça. Je n'avais pas d'attente sur ce type de contenu. Je le fais parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît, parce que ça m'aide personnellement à réfléchir. Je n'attendais rien et pour autant j'ai quand même mis en place ce que je sais de manière professionnelle qui peut aider à vendre mon contenu, le branding, le packaging du contenu, ce qui fait que la vidéo va être potentiellement agréable à regarder par quelqu'un d'autre. Je l'ai appliqué parce que ce serait dommage quand même. Je voulais pas bâcler et vous envoyer ça à la gueule comme de la merde. Mais on me l'a rendu. Il y a quelque chose qui m'a rendu du feedback. YouTube a proposé ma vidéo, mais forcément c'est tombé sur une partie de la population qui aime bien. Je suis convaincu qu'il y a un public pour tout sujet. Et j'ai eu des commentaires juste humains de gens qui discutent avec moi et voilà. C'est que du bonus, parce que j'avais pas d'attente à la base. Bon, ça fait 5 minutes que j'attends qu'un tracteur passe dans la rue devant chez moi, enfin un camion qui nettoie plutôt la rue. Il fait un bruit pas possible et du coup je peux pas m'enregistrer parce qu'il y a le bruit de fond. Alors vous allez peut-être l'entendre le temps qu'il finisse, et après c'est fini, promis. J'ai envie de vous parler d'un truc que j'ai découvert récemment, une loi qui s'appelle le Lindy Effect. Je vous en parle parce que moi ça m'a particulièrement frappé de sens, de vérité. À vrai dire, c'est quelque chose que je ressentais déjà et sur lequel ça a mis beaucoup de mots. En fait, ça a clarifié ce que j'avais déjà au fond de la tête inconsciemment et que j'arrivais pas à exprimer. D'ailleurs, ça en fait une petite parenthèse. Quand quelqu'un arrive à vous expliquer plus clairement que ce que vous avez en tête, ce que vous croyez déjà, c'est hyper satisfaisant. Ça déclenche une petite dopamine et c'est pour ça que c'est les contenus scientifiques les mieux faits, les plus pragmatiques, les plus pédagogues qui fonctionnent le mieux sur Internet parce que c'est des choses qu'on sait déjà et elles sont très bien expliquées de manière très simple. Donc c'est satisfaisant, on se sent plus intelligent après avoir regardé la vidéo et donc on a envie d'en savoir plus. C'est notre ego qui parle à ce moment-là. Parenthèse refermée. Du coup, moi je vais essayer de faire ça avec vous. Comme ça, vous kiffez apprendre des trucs et moi en même temps j'y gagne parce que je synchronise mes idées, ça simplifie tout dans ma tête et tout le monde est gagnant. Ok, vous l'avez peut-être compris à force, sur cette chaîne j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle Faust Art Theory. Alors le Art Theory, qui devrait peut-être maintenant s'appeler plutôt Design Theory, c'est tous les sujets que j'aime bien, du design, de l'art, et plutôt de la théorie, des process, de pourquoi ça existe, de comment ça fonctionne, et de tous les courants rhétoriques, les courants presque philosophiques qu'il peut y avoir derrière. Et Faust, sinon, le sujet c'est le temps. En fait, bon, le mot n'a rien à voir, mais sinon, notre sujet sur Faust, c'est le temps. Et pourquoi j'ai voulu créer une marque de vêtements sur le sujet du temps? C'est parce qu'en fait, au premier confinement, j'ai commencé à me rendre compte que je perdais mon temps pour la première fois de ma vie, et donc j'ai fait des recherches là-dessus, et comment potentiellement je pouvais éviter de perdre mon temps et de m'en servir, faire des choses qui pouvaient me servir pour le futur. Et à force de réfléchir, de comprendre des choses, j'ai fini par conclure que pour marquer son temps, pour faire quelque chose de son temps, pour être sûr que ce qu'on fait serve dans le futur, soit sous forme d'investissement personnel, soit peu importe en fait de l'apprentissage ou quelque chose de produit qui peut nous servir pour le futur, il fallait créer quelque chose de bien fait, assez bien fait pour que ça puisse perdurer. Ok, alors l'effet Lindy, c'est la théorie selon laquelle l'espérance de vie future d'un élément, une idée, une technologie, est proportionnelle à son ancienneté. En gros, plus quelque chose existe depuis longtemps,
plus il a de chances d'exister longtemps dans le futur. Et effectivement, ça met des mots plus clairs sur ce que j'avais plus ou moins compris avec mes trucs de recherche à moi, quoi, de création. En gros, moi je disais, crée et fais le bien pour que ça reste dans le temps. Sous-entendu, ce que l'on fait bien reste longtemps, dans le futur. Et je prenais souvent l'exemple des pyramides de Gizeh, parce que on sait encore aujourd'hui pas comment ça a été créé. Mais vraisemblablement, ça a été si bien fait que même si on sait toujours pas comment ça a été créé, c'est encore là aujourd'hui et c'est toujours monumental. En fait, comment elle est née cette loi? En fait, c'est Albert Harry Goldman. Oui, j'ai sorti des notes sur le côté quand même. En 1964. En gros, c'est lui qui a créé cette loi et c'est même lui qui a donné ce nom à cette loi. Le nom à la base, c'est le nom du restaurant à New York où il allait tous les soirs et il regardait des comédiens différents tous les soirs. Et pour lui, comme le nombre de comédiens qui passaient tous les soirs était constant, qu'il y en avait tout le temps des nouveaux et certains revenaient quelques fois, il disait que s'il y en a un qu'on a déjà vu 10 fois par exemple, il a moins de chances d'apparaître plus de fois dans le futur. En gros, ils avaient déjà utilisé leur carte et qui commençaient à s'épuiser. Et il disait d'ailleurs la même chose pour la télé. Plus on voyait quelqu'un apparaître à la télé, plus il épuisait son potentiel de faire rire si c'était un comédien, de plaire si c'était un acteur, plus il épuisait son potentiel et donc moins il avait de chances de faire perdurer sa carrière. Pour lui, il pensait que pour faire évoluer sa carrière, il fallait se limiter aux interviews spéciales, les événements. Il fallait vraiment qu'il y ait une justification à être présent sur le plateau, alors qu'aujourd'hui, on le voit bien avec les réseaux sociaux, c'est celui qui est le plus présent, celui dont on voit le plus la tête, qui est le plus populaire. J'ai plein d'exemples en tête, le plus récent, un peu malheureux, très malheureux même, c'est l'exposition médiatique de l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il y a autant de votes. C'est aussi le même principe sur les contenus courts. Si on voit les gars qui ont tryhard les strates de contenu court, c'est parce qu'ils ont bien compris que plus on verrait leur tête, plus il y a de gens qui viendraient sur leur contenu long et plus ils seraient connus. Sauf que, petite parenthèse, ça dégrade la qualité de ton audience, donc c'est pas forcément le mieux. Mais quand même, quand t'es déjà très connu, tu agrandis un maximum ton audience, ça marche beaucoup mieux. Par exemple, il y a quelques années, on voyait Michou et Inoxtag partout. Une fois, je me souviens d'avoir compté, à eux deux, ils étaient 17 fois en tendance le même jour en même temps, sur des feats différents. Et ça, le gars qui l'a compris en premier, c'est Benoît Mandelbrot. Putain, j'arrive pas à dire son blaze, lui. Benoît Mandelbrot. Pourtant, ça a l'air allemand, je suis allemand. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Benoît Mandelbrot, en 1962, non, 82. Et en gros, c'est lui qui dit que les comédiens n'ont pas une quantité de matériaux limitée à diffuser, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un potentiel limité, mais plutôt que plus ils apparaissent, plus les gens les apprécieraient, plus les gens se lieraient de proximité avec eux, et plus ils auraient de chances d'apparaître et d'être invités sur d'autres plateaux télévisés, par exemple. Et là, il n'a pas plus développé que ça, sauf que vous comprenez peut-être que dans cette logique, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le jour où le comédien il meurt ou il est plus en assez bonne santé pour apparaître aussi souvent que possible sur les plateaux télévisés, la loi elle marche plus. Et c'est là que en 2007, Nassim Taleb, donc ça c'est un nom connu dans l'entrepreneuriat, on en entend beaucoup parler. D'ailleurs, il faudrait que je lise ses livres. Je sais que c'est intéressant, je les ai pas assez lus et ça me fait plaisir de voir que c'est lui qui a clarifié cette loi-là parce que ça me parle beaucoup. Et c'est là qu'il commence à introduire le fait que le comédien il va bien mourir un jour. Et donc la loi elle fonctionne, mais que si tu l'appliques à quelque chose qui n'a pas de supérieur naturel qui va le rendre périssable. Et donc le mot pour dire ça c'est la périssabilité. Donc oui, plus quelque chose, probablement une idée, une technologie a été vraie longtemps, plus sa probabilité d'être vraie dans le futur pendant longtemps augmente et c'est proportionnel. C'est-à-dire que c'est une droite linéaire. Et donc quand on peut rallier une idée abstraite, un concept de la vie, un graphique assez schématique, vraiment mathématique, ça en fait quelque chose de très très simple à comprendre et donc à appliquer à ce qu'on exécute très pragmatiquement dans notre quotidien. Et donc oui, continuons de créer, essayons de le faire bien. Quand on fait quelque chose, faisons-le bien pour espérer que ça dure dans le temps, au moins que ça ait l'impact que ça doit avoir. Si on veut espérer arriver à faire quelque chose par nous-mêmes un jour, autant le faire à 100%, sinon ça a bien moins de chances d'arriver. Et donc c'est pour ça que ce concept-là, il est intéressant pour le designer, pour l'entrepreneur, qui crée un produit, qui solutionne un problème. Quand on examine un problème, il faut trouver la raison pour essayer de trouver la solution. Et la raison, souvent, on peut se tromper. Il faut pas avoir trop de biais cognitifs, il faut être dans le vrai. Et s'appuyer sur ce qui a été vrai très longtemps permet normalement d'être dans le vrai pour encore bien longtemps, selon cette loi de Lindy, mais que ce soit pas toujours vrai, il y a forcément des exceptions. Plus la raison d'un problème est vraie et fondamentale, plus il y a de chances que si on y trouve une solution, cette solution fonctionne pendant longtemps. Et c'est ce que cherche un entrepreneur, à produire une solution qui va servir à beaucoup de monde pendant longtemps et de manière infaillible.
Alors continuons de faire les choses bien et d'être dans le vrai, de pas avoir trop de biais cognitifs, de pas se convaincre, de rester humble et d'apprendre pour créer des choses qui dureront longtemps. Et si on crée des choses qui durent longtemps et qui servent à beaucoup de monde, ça peut rendre bien fier et très riche.